Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne droite. Le grand entretien, Liselotte Dutreuil. La baisse des naissances fait énormément parler d'elle dans la presse ces derniers temps. On parle d'une crise de la natalité. Pour en discuter, aujourd'hui, nous recevons Raymond Debord, docteur en sciences humaines et humanités, cadre en protection de l'enfance, auteur de Faut-il en finir avec la famille et l'individu contre la société, tous deux aux éditions Critiques. Bonjour Raymond Debord, merci d'être avec nous ce matin. Alors, premièrement, on va rappeler les chiffres. En 2024, sont nés 663 000 enfants, autour de 170 000 de moins qu'en 2010. C'est une baisse donc de plus de 21% entre 2010 et 2024. Est-ce que ce chiffre vous inquiète ? Ce chiffre, effectivement, ce chiffre est inquiétant puisque, en fait, en termes de naissance, ça nous ramène aux naissances de l'année 1945. Donc, vous voyez, ça nous ramène loin en arrière. D'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait que 40 millions d'habitants. Aujourd'hui, on en a 68 millions. Donc, j'allais dire, ça aggrave l'écart. Donc oui, c'est tout à fait inquiétant. Ce qui est également très inquiétant, c'est ce qu'on appelle l'indice conjoncturel de fécondité, c'est-à-dire une projection qui dit si les femmes avaient au terme de leur diverses maternités le nombre d'enfants qu'elles ont cette année, on tomberait à un taux de 1,62 alors qu'il était de 1,67 enfants par femme l'année dernière simplement. Oui, donc c'est une chute qui se note même d'une année à l'autre. On n'a pas besoin de prendre du recul sur 10 ans. Oui, non, ça a légèrement freiné. Enfin, c'est-à-dire que la chute est moins rapide entre l'année dernière et cette année qu'entre l'année 2023 et l'année 2022. Néanmoins, la chute se poursuit sur l'ensemble des indicateurs, que ce soit le taux de natalité, de fécondité, l'indice conjoncturel de fécondité dont je vous parlais à l'instant, le nombre de naissances. Enfin bref, ça ne va pas du tout. Est-ce qu'on a une idée des raisons de cette baisse de la natalité en France ? Alors la question c'est alors en France, oui, mais en général, oui aussi, dans le sens où c'est pas un phénomène franco-français, c'est un phénomène mondial, en réalité, qui a été appelé la transition démographique, ce qui me paraît un peu, je suis pas convaincu par le terme, parce qu'une transition vers quoi ? Voilà, ça fait 150 ans que ça dure, c'est plus une transition. En tout cas, c'est le fait qu'il y a une régression mondiale de la natalité qui touche l'ensemble des pays, y compris les pays qui aujourd'hui ont des taux de natalité très positifs. Typique, je vous prends un exemple, le Niger, par exemple, qui doit être le pays du monde avec la natalité la plus forte. Aujourd'hui, elle doit être à un peu moins de 6 enfants par femme. Mais il y a 5 ans, elle était à 6, 7, 8 enfants par femme. Vous voyez, donc voilà, on est dans un phénomène comme ça, et donc qui touche aussi la France. La nouveauté, si vous voulez, c'est que la France s'en sortait pas trop mal par rapport aux autres pays européens. J'allais dire que c'était moins pire. Voilà, puisqu'on tournait autour de 1,8 enfants par femme. Bon, évidemment, ce qui ne suffit pas à renouveler la population, hein, mais ça nous plaçait dans les moins pires en Europe. Et là, on voit qu'on décroche et que on rejoint les autres. Alors après, les raisons sont multiples. Enfin, historiquement, si vous voulez, c'est une amélioration du niveau de santé et du niveau de vie des personnes, hein, si on veut donner une explication historique et mondiale. Après, dans le conjoncturel franco-français, il y a des questions, ça va être des questions d'accès au logement, des questions de salaire et de niveau de vie, des questions de mode de garde pour les enfants, et puis un climat anxiogène général qui parfois est entretenu, d'ailleurs à mon avis à tort, et qui évidemment ne pousse pas à la mise en œuvre de projets familiaux.
Oui, alors justement, tout ce climat anxiogène, est-ce que vous considérez aujourd'hui que la politique peut changer ça? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer sur la démographie? On se rappelle qu'Emmanuel Macron expliquait vouloir mener un véritable réarmement démographique. Ça a beaucoup choqué une partie de la population, notamment les féministes, qui expliquaient que voilà, leur ventre n'était pas des armes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a raison, quand nos politiciens ont raison de se positionner sur cette question? Oui, ils le font de manière tout à fait insuffisante. Alors, effectivement, cette histoire fait partie des sujets qui sont passés à la trappe, j'allais dire, suite aux dégâts des derniers événements politiques. Voilà, ce qui fait que le sujet est un petit peu sorti des radars. Les réponses qui étaient proposées par Emmanuel Macron étaient tout à fait insuffisantes au regard du problème. Puisqu'en gros, il proposait des mesures à coût constant, évidemment, ce qui ne va pas. Pour autant, ça avait le mérite de poser le problème et d'obliger tout un chacun à se positionner sur cette histoire-là. Je pense que ça, c'est plutôt positif. Et oui, le politique a un rôle à jouer, en particulier en revitalisant des politiques familiales qui aujourd'hui sont mal en point, Oui. depuis une dizaine d'années en France. Concrètement, par quelles mesures cela pourrait-il passer, Raymond Debord? Vous n'êtes pas politicien, mais je ne suis pas politicien, donc je me garderai de faire des catalogues de mesures, mais enfin, je renvoie là-dessus d'ailleurs à l'association Population et Avenir qui vient de proposer, elle, une liste de propositions assez détaillées concernant les politiques familiales. Je dirais que la grande question, c'est l'accès au logement. Il y a un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui vient de sortir, de Maxime Sbailly sur ce sujet qui pose cette question du logement comme une question prioritaire. Le problème étant la décohabitation des jeunes, si vous voulez, parce que pour pouvoir fonder une famille, il faut déjà être sorti de chez ses parents, donc en avoir les moyens. Alors, ce qui pose tout un tas de problèmes, parce que ça renvoie à l'accès au logement social, voilà. Oui. Aux critères d'attribution, à l'insuffisance de ces logements sociaux. Vous avez la question des salaires et des revenus, qui sont pour le moins stagnants, si ce n'est à la baisse. Et vous avez la question du congé parental, voilà, qui était le sujet qui avait été mis en avant par Emmanuel Macron, mais j'allais dire à coût constant, parce qu'en gros, l'idée, c'était de dire on va raccourcir ce congé pour mieux le rémunérer. Je pense qu'il faut le laisser long. Par contre, il faut très sensiblement mieux le rémunérer. C'est-à-dire que dans des pays nordiques où ce type de mesure existe, on est sur 80% du salaire de la personne. Vous voyez, on est dans un autre registre. Ça paraît les points les plus évidents, c'est ceux qui ressortent quand les gens en parlent spontanément, quand on pose la question aux gens. Qu'est-ce qui fait obstacle pour vous au fait que vous puissiez entreprendre un projet familial? Voilà, c'est ce qui vient en premier. Mais après, il y a énormément d'autres mesures. On pourrait imaginer une allocation familiale dès le premier enfant, ce qui n'est pas le cas. Et puis après, il y a des questions de financement, puisque aussi la branche famille de la sécurité sociale, puisque c'est de ça qu'il s'agit, en réalité, elle est régulièrement dépouillée par des artifices comptables au profit, parce qu'elle est bénéficiaire au profit des branches déficitaires de la sécurité sociale, en particulier l'assurance maladie. Alors, vous voyez, il y a tout un grand chantier qui serait nécessaire d'ouvrir. Alors, il y a d'autres raisons probablement, notamment de santé en termes de fécondité. On sait que, par exemple, la fécondité masculine a tendance à décroître. Oui, tout à fait. Alors ça, c'était l'autre aspect intéressant de la déclaration de l'intervention d'Emmanuel Macron, c'était de pointer ce sujet-là. À mon avis, ça ouvre une boîte de Pandore. Hein. Alors moi, je suis pas du tout qualifié en la matière. Pour autant, les chiffres qui sont donnés, il y a eu des études qui ont été faites au niveau international. Dans un premier temps, c'était une étude sur les pays riches. Alors bon, on aurait pu dire c'est le mâle blanc qui est occidental qui est pas en forme. Bon, puis là, ils ont élargi l'étude à 140 pays et les résultats sont assez effrayants, puisque je crois que la qualité du sperme, le terme technique m'échappe,
a diminué de 50% en 2050. Donc, il y a un peu le feu à éviter qu'on perde les autres, les autres 50%. Effectivement. Et alors ça renvoie à tout un tas de choses, me semble-t-il, en particulier dans le domaine de la santé publique et de l'environnement, hein, parce que là, après, derrière, vous avez des débats sur les perturbateurs endocriniens, etc. Ouais. Alors, on va en revenir à votre domaine, vous justement, donc plutôt ce qui est sciences humaines, humanité. Aujourd'hui, on est dans une société qui a tendance à évaluer la vitalité d'un pays en fonction de son économie. Est-ce que là, on n'est pas aussi en train de payer le prix de toutes les politiques qu'on a menées, oubliant que la vitalité d'un pays, c'est probablement avant tout celle des gens qui l'habitent et qui le composent? Oui, tout à fait. Après, de toute façon, le fait que la vitalité des personnes qui composent le pays sur un plan démographique soit en berne va porter aussi atteinte à l'économie On va en parler, de oui. manière assez rapide, hein, y compris avec alors en termes d'innovation, etc. Bon, je veux pas faire de bon, j'ai plus de 60 ans, donc je suis pas frileux sur le sujet. Si on a une société de vieux, vous comprenez bien que ça va poser des problèmes en termes d'innovation. Et puis, ça va poser des problèmes aussi en termes de financement des retraites, de la dépendance, etc. Et plus globalement, à moyen terme, on va vers une diminution de la population active. Donc, ça va être aussi un souci. Ouais. Après, c'est vrai que les gens, aujourd'hui, on les a effectivement orientés principalement vers la question de l'insertion économique, de l'emploi, etc. Mais d'une manière qui les empêche, si vous voulez, de pouvoir réaliser des projets familiaux comme ils le souhaiteraient. Et ça, les chiffres le montrent tout à fait clairement, parce que en réalité, si vous calculez, par exemple, si vous prenez les déciles de revenus de la population française, hein, c'est-à-dire on divise par 10, hein, vous vous apercevez que ceux qui font des enfants, eh bien, c'est ceux que mon ami Marx appelait le sous-prolétariat, ceux qui ont moins de 643 € de revenus par mois. Alors eux, ils font des enfants. Et puis vous avez aussi les gens qui ont des revenus à plus de 4 000 € qui font aussi des enfants, et c'est dans le milieu que ça stagne. Ouais. Le point le plus bas étant les gens qui sont au SMIC. Donc là, il y a effectivement un problème socio-économique. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'une population disparaisse par manque justement de naissance? On sait qu'il y a des peuples dans l'histoire du monde qui ont pu disparaître à cause de guerres, à cause de massacres, à cause de maladies, pourquoi pas. Est-ce que la baisse démographique peut être purement et simplement un facteur de disparition d'un peuple? Alors, si j'avais su que vous allez me poser cette question, je me serais renseigné plus précisément. Mais alors, des disparitions de peuples, à ma connaissance, pour des raisons purement démographiques, comme ça spontanément, ça me vient pas. Peut-être des tribus reculées, etc. Je ne sais pas. Par contre, vous avez deux grandes civilisations que tout le monde connaît, qui sont la civilisation grecque et la civilisation romaine de l'Antiquité, qui se sont effondrées sur elles-mêmes comme des châteaux de cartes pour des raisons démographiques. Parce qu'en réalité, il y avait un problème de renouvellement de la population à l'époque. Donc, ça menace. Aujourd'hui, vous avez des pays comme la Corée. Alors, c'est pas pour demain matin, mais vous avez des pays qui sont quand même en grande difficulté, pour lesquels on peut s'inquiéter, hein. D'ailleurs, je pense que eux le posent un peu comme ça, hein, le problème politiquement. Parce que là, on parlait de tendance à la baisse en France, etc., mais c'est dans une population qui s'accroît légèrement. Mais vous avez déjà des pays qui sont en recul de population. La Chine est en recul, le Japon est en recul, la Corée est en recul puissant, les Balkans, tout compris, sont en recul, la Russie est en recul, les marges de la Russie sont en recul aussi, la Biélorussie, pour ne pas citer l'Ukraine, en Ukraine, il y a des facteurs autres qui jouent, puisqu'il y a une guerre, mais voilà, donc on n'est pas juste dans un débat sur des spéculations, sur des projections à long terme. On est sur un phénomène qui est déjà en train de se passer sous nos yeux.
Vous parliez des facteurs extérieurs, c'est assez intéressant. Par exemple, on a des années sur lesquelles on n'a pas calculé la natalité parce que, il me semble, c'était l'année post-Covid, par exemple, ou bien l'année où on a intégré Mayotte donc aux données françaises. Dans quelle mesure, justement, ces événements extérieurs pourraient alors influer sur une natalité à la baisse? Ça, on le comprend bien, mais est-ce qu'il y a aussi des événements extérieurs qui pourraient provoquer une hausse de la natalité? Une hausse, oui, enfin, il y a un côté un petit peu artificiel, si vous voulez, mais parce que l'affaire de Mayotte, effectivement. Donc, alors après, j'allais dire un petit pays, c'est pas un pays, c'est un département français. Bon, ce qui ne finit pas de poser des problèmes d'ailleurs, par ailleurs, mais de toute façon, j'allais dire statistiquement, pour 68 millions de Français, de toute façon, ça joue à la marge. Donc, effectivement, il faut prendre les statistiques pré-intégration de Mayotte, post-intégration effectivement avec des pincettes, ou en tout cas en regardant bien les détails, puisqu'il est possible d'isoler. Mais ça, je ne pense pas que ça change fondamentalement les choses. Aujourd'hui, l'élément extérieur qui joue sur la natalité, je le vois pas. Par contre, ce qui joue sur la population, c'est l'immigration. Ouais. Ça, c'est autre chose. Là, aujourd'hui, puisque là, nous commentons les dernières statistiques de l'INSEE sur l'année 2024, on observe une augmentation de la population française qui ralentit d'ailleurs, parce que la croissance de la population française est ralentie. Elle était à 0,4, alors c'était déjà pas gigantesque, mais en 2017-2018, on était à 0,5, ensuite passé à 0,4, 0,3, et maintenant on est à 0,25. Voilà. Alors concrètement, ça fait 169 000 personnes. Et là-dedans, vous avez un solde, 152 000, si vous voulez, qui viennent du solde migratoire et 17 000 du solde naturel, ce qui en démographie veut dire les naissances, en fait, tout simplement. Enfin, la différence entre les naissances et les décès. Voilà. Alors, ça veut dire que l'immigration aujourd'hui contribue à 90% de la mince augmentation de la population française, alors qu'il y a encore 10 ans ou 20 ans, j'ai plus les chiffres en tête, mais dans les années 80, si vous voulez, la contribution, c'était 3/4, 1/4. C'est-à-dire 3/4 la natalité française comme contribution à l'augmentation de la population et 1/4 à l'immigration. Voilà. On est passé de 3/4, 1/4 à 3/4, 1/4 dans l'autre sens il y a 2 ou 3 ans, et maintenant on est à 90-10. Vous voyez, c'est-à-dire qu'y compris entre 2023 et 2024, ça s'est amplifié. Alors l'immigration, officiellement, il n'y en a pas davantage, bien que ce soit un niveau très élevé. Par contre, vous avez et ça c'est nouveau entre 2023 et 2024, vous avez un affaiblissement du solde naturel, puisque la différence entre les naissances et les décès en France était de 47 000 l'année dernière, enfin en 2023, pardon, il y a 2 ans, et maintenant c'est plus que de 17 000. C'est-à-dire que les démographes toujours très optimistes de l'INED, etc., c'est pour des raisons idéologiques en fait, qui sont toujours optimistes, disent ah oui, jusqu'en 2035, là on est parti pour que les courbes se croisent en 2028. C'est-à-dire que la population française rentre en déclin. À l'horizon 2028. Effectivement, c'est assez inquiétant. Aujourd'hui, donc, on imagine que c'est des chiffres qui sont difficiles à avoir. On estime qu'il y a environ 2,6 enfants par femme pour donc les femmes immigrés. Ça, c'est une statistique qui se base uniquement sur des données de papier en termes d'origine. On a aussi désormais des femmes d'origine immigrée, mais qui sont considérées comme françaises et qui ne rentrent pas dans ces chiffres. Donc, on imagine que la part de population française de souche, cette part de natalité-là par rapport à la part de natalité des personnes issues de l'immigration et plus seulement immigrés déclarés sur le papier, et les chiffres sont encore plus importants. Écoutez, alors, cette histoire d'immigration, je parle sur un plan statistique, elle pose des gros problèmes. Parce qu'en général, effectivement, on présente 2 catégories, les Français et les immigrés. Alors, le problème, c'est que dans la définition des pouvoirs publics, l'immigration inclut aussi des Français, puisqu'en fait, ils sont considérés comme des immigrés, des gens qui sont nés à l'étranger. Alors, ça pose 2 problèmes, parce qu'en réalité,
ça va sous-estimer les problèmes de l'immigration, puisque par exemple, si vous dites il y a combien de chômeurs chez les immigrés, on va vous donner un chiffre, mais si vous comptez là-dedans des gens qui sont des Français, comprenez bien que ça fausse la statistique. Donc ça minimise, et d'un autre côté, ça stigmatise. Parce que vous êtes Français ou vous n'êtes pas Français. Donc si vous êtes Français, c'est pas pour vous retrouver dans des statistiques, vous voyez ce que je veux dire. Donc décompter à part de la... Voilà. Donc alors, ce qui compte, à mon avis, c'est de voir les étrangers et les Français. Après, on peut regarder les étrangers qui ont un parent, enfin les gens qui ont un parent étranger. Ça, on a les chiffres. Aujourd'hui, alors j'ai pas le chiffre ultra précis, mais en gros, ça tourne 70%, si vous voulez, des naissances, c'est 2 parents français. Voilà. Après, et les gens qui ont 2 parents étrangers, ça doit être de tête, hein, autour de 12%. Voilà. Et puis après, alors ça augmente. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est qu'historiquement, ça augmente. Puisque, comme on l'a vu il y a quelques instants, comme le principal, si vous voulez, la principale source de croissance de la population, c'est l'immigration, c'est tout à fait logique que ça augmente. Ouais. Après, le problème c'est pas un problème, mais si c'est un problème parce que la natalité est insuffisante, en fait, vous avez une adaptation des comportements. Ce qui fait que les personnes étrangères ont un peu plus d'enfants que la population d'origine. Quand je dis d'origine, j'inclus les étrangers qui étaient de la génération d'avant, mais pas de manière très très sensiblement supérieure, parce que regardez, aujourd'hui tous les pays du Maghreb, par exemple, ont une démographie effondrée. Donc de toute façon, comment dire, ils sont peut-être au-dessus de 2 enfants par femme, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est tout à fait comparable à la France. Et en plus, quand les gens arrivent dans un pays, ils s'adaptent aux coutumes. Donc la génération d'après, si vous voulez, ça se voit plus. Ce qui fait que pour parler un peu d'évolution de la population, si on compte sur l'immigration, c'est pas tant en termes de capacité à faire des enfants, où ça ne changera pas grand-chose, c'est plutôt qu'il faudrait une arrivée continue et régulière de nouvelles personnes. Oui. Si on voulait se maintenir à flot, vous voyez. Oui, je le poserais comme ça. Ça poserait d'autres problèmes. Là, on est dans un cycle assez vicieux, finalement, Raymond Debord, puisque on le dit, la population est très vieillissante en France. On a moins de natalité et on a aussi donc de moins en moins dans les générations à venir. Comme on aura eu moins d'enfants, on aura aussi moins de femmes en âge de procréer. Est-ce qu'on va réussir à sortir de ce cycle ? Il faudrait que les futures femmes en âge de procréer, qui seront donc beaucoup moins nombreuses que celles qui le sont actuellement, fassent 8 enfants par femme pour pouvoir redresser la situation. Il y a le feu. Il y a le feu, mais c'est encore possible. C'est-à-dire que, évidemment, quand on parle quand on évoque des politiques familiales, etc., on est sur des politiques à 20 ans. Hein, on n'est pas sur des politiques pour l'année prochaine, où on peut juste essayer de ralentir la chute, vous voyez, et puis d'inverser les choses. Si on est descendu de 1,67 enfants par femme à 1,62 projeté, si on arrivait à remonter à 1,63 ou 65, vous voyez ce que je veux dire, ça montrerait qu'il y a déjà un amortissement voilà. Alors avant que ça change les choses en termes de population, il faudra 20 ans. Le problème, c'est de savoir, est-ce qu'on a des politiques qui voient plus loin que le bout de leur dissolution et qui sont capables de mener des politiques à 20 ans. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit le cas, mais en tout cas, c'est ce qui serait nécessaire. Après, il y a ce qu'on appelle une trappe à fécondité. C'est à un moment donné où la situation est tellement dégradée pour la raison que vous avez très bien décrite, hein, c'est qu'évidemment, si ça baisse, la génération d'après, il y a moins de femmes, donc avec une natalité qui décline encore davantage, ça crée un effet de spirale comme ça qui tire vers le bas. Il semble que ça tourne autour de 1,5. Vous voyez, donc typiquement c'est la situation italienne où ils font de gros efforts, mais il n'est pas certain que ça suffise, ou en tout cas. Il faudra peut-être 40 ans avant que ça donne quelque chose. Vous voyez, ce qui fait d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Giorgia Meloni a
à rééquilibrer sa politique sur l'immigration, parce que de toute façon, il y a le court terme et le long terme. Voilà. Mais c'est ce seuil-là, on l'a pas atteint. Oui, donc on n'est pas encore, on n'est pas entré dans un effet de spirale. Voyez. L'année dernière, on était encore, enfin en 2023, pardon, on était encore sur un taux de fécondité qui était comparable à l'année 1994. Vous voyez, donc c'était pas si loin que ça. Or, entre 94 et 2014, ça avait remonté. Vous voyez. Oui. Je trouve on peut encore agir. Voilà. Donc là, on est en dessous, puisque année après année, là, 2022, 2023, 2024, ça s'accélère la dégringolade, mais on n'a pas atteint le point de non-retour. Est-ce que vous considérez qu'au-delà des biais économiques et politiques sur lesquels on peut travailler, il y a aussi un changement d'état d'esprit à opérer dans la société? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui dénoncent cette culture de mort avec donc l'euthanasie, l'avortement. Aujourd'hui, ce sont les 50 ans de la loi Veil. Il y a quand même un état d'esprit général où effectivement l'homme tente de se réapproprier la mort au même moment où il se désintéresse un peu de la vie. Est-ce que c'est pas quelque chose sur lequel il faut essayer de travailler également, Raymond Debord? Oui, alors moi, ça j'en ai parlé un peu dans mon dernier bouquin. Là. Alors le prochain va parler de démographie, pour le coup, on sera pile dans le sujet, mais enfin de la crise démographique, mais vu d'un angle sociologique. Moi, je ne suis pas un démographe professionnel. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, la phase néolibérale dans le mode d'organisation du système, la phase néolibérale a généré de l'individualisme à tire-larigot et génère des pulsions de mort, donc dont celle que vous avez citée et que j'ai pu essayer d'analyser dans mon précédent ouvrage. C'est ce qu'Emmanuel Todd appelle d'une autre manière le nihilisme occidental, c'est-à-dire qu'on a une société qui est tellement tournée vers la satisfaction du moi de la personne dans le côté le plus égoïste et névrotique, qui est voilà, on oublie le collectif et puis on véhicule une idéologie en réalité mortifère parce qu'elle n'est pas centrée sur ce qui fait l'être humain, c'est-à-dire sa capacité à être en relation avec l'autre et du coup, j'allais dire, y compris à se projeter dans un groupe, mais aussi dans un couple et à se projeter dans l'avenir. Oui, donc, c'est ça. Il faut rompre avec ça. Par contre, je pense que cette idéologie, elle est en crise. Aujourd'hui, elle est sur le recul. Il était temps. On voit qu'on rentre dans une période de grand chambardement. Parce qu'en fait, c'est l'ordre productif qui est en train d'être réaligné. Et donc, les idéologies qui sont afférentes vont aussi changer. J'espère que ce ne sera pas dans un sens négatif, parce que de ce point de vue-là, tout est ouvert. Oui, on l'espère aussi. Et puis Raymond Debord, vous le disiez, vous êtes en train de travailler sur un nouveau livre. Donc cet entretien touche à sa fin, mais on vous retrouvera très bientôt probablement pour en parler. N'hésitez pas à nous l'envoyer, ce sera un plaisir. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes docteur en sciences humaines et humanités, cadre en protection de l'enfance et donc auteur de Faut-il en finir avec la famille et l'individu contre la société aux éditions Critiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir décortiqué ces chiffres qui peuvent être parfois compliqués à comprendre pour nous, simples Français. Et puis, on vous retrouve donc très bientôt. Au revoir Raymond Debord. Merci à vous.